Chimie du vin, épisode 2. Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver. Donc je suis avec... Ça n'arrête pas de sonner. Dis donc, vous avez plein de clients, Raphaël. Salut encore. Raph. Deuxième poignée de main factice parce qu'on a passé l'après-midi ensemble. Alors, on vous a déjà fait un énorme épisode sur la chimie du vin. On a parlé de la fabrication du vin en long, en large, en travers et la chimie qu'il y avait dedans. Mais cette chimie est tellement riche qu'on ne pouvait pas tout couvrir en une seule vidéo. Et donc, je vous avais demandé, chers amis, de me poser toutes les questions sur la chimie du vin sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, je vais poser toutes ces questions à Raphaël. On a reçu plein de questions passionnantes, donc merci encore d'avoir joué le jeu. Allez, c'est parti. Première question pour Raphaël. Question délicate. Attention, comment pourrait-on se passer de l'ajout de sulfite dans le vin ? Moi, j'ajouterais bien une question intermédiaire. Pourquoi voudrait-on se passer de sulfite dans le vin ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Première question. Alors et je vais rajouter une autre question. Pourquoi est-ce qu'on ajoute des sulfites dans le vin ? Le sulfite, c'est un antioxydant et antiseptique, donc on utilise les sulfites dans le vin pour ça, pour se prévenir de l'oxydation chimique, mais également d'une contamination d'un micro-organisme qu'on ne souhaiterait pas. Donc voilà pourquoi on utilise les sulfites dans le vin. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un alternatif à l'utilisation de sulfites ? Il existe des antioxydants qui sont extrêmement chers, comme le glutathion notamment, qu'on peut utiliser pour se prémunir à ce niveau-là. Et après, il y a toutes les pratiques, que ça soit à la récolte, au chai et à l'embouteillage, sans oxygène, donc sans oxydants, extrêmement propre, donc hygiène irréprochable pour se prémunir de l'utilisation de sulfite. Et si on souhaite ne pas mettre de sulfite, c'est parce que c'est un allergène, c'est ça ? Alors les sulfites sont un allergène qui peut causer quelques troubles, ça peut donner mal à la tête, même si j'ajoute que si vous avez mal à la tête, c'est pas forcément que le vin a été trop sulfité, c'est peut-être que vous en avez aussi bu un peu trop, parce que l'alcool déshydrate, ne l'oublions pas. Donc ça me permet de rappeler que la consommation d'alcool est à effectuer avec modération et surtout avec dégustation et plaisir. Tout à fait. Et s'il y en a qui veulent en savoir plus sur les effets de l'alcool sur l'organisme, j'avais fait une vidéo très complète et très documentée sur le sujet. Et on a tous une sensibilité différente, parce que moi, par exemple, de boire un vin avec sulfite ou sans sulfite, pour moi, je vois pas la diff. Ouais, bah ça c'est la diversité du monde, des humains, on est tous un peu différents et certains sont plus sensibles que d'autres. Ok. Tiens, Maude, coucou Maude, c'est une pote, elle me pose deux questions en une. Que se passe-t-il dans la bouteille au niveau chimie quand on laisse vieillir un vin ? Ben là, il va se passer plein de choses, et c'est notamment des phénomènes d'oxydation. On va avoir les tanins, les polyphénols, les anthocyanes qui vont s'oxyder, se polymériser, réagir entre eux. Et globalement, on va avoir un brunissement du vin. Le vin qui est, notamment le vin rouge, va passer de l'état de pourpre, rouge, à l'état marron. Et pour ce qui est d'un vin blanc qui a plutôt une couleur verte, jaune, va basculer sur des notes un peu plus brunes. Ça, c'est ce qui se passe sur la partie, on va dire, visuelle. Et d'un point de vue aromatique, le fruit, qui est plutôt à l'état de fruit frais, va se patiner, se compoter, se sécher. En gros, si un vin jeune sent la prune, il va sentir le pruneau avec un peu d'élevage. Et ensuite, le bouquet, ce qu'on appelle le bouquet, donc la complexité du vin, les arômes tertiaires. Les molécules aromatiques vont s'associer entre elles et on va avoir d'autres types d'arômes. C'est pour ça qu'on va faire vieillir un vin. J'en profite pour ajouter que dans notre vidéo sur la fabrication du vin, on a fait un point détaillé sur l'association entre les tanins et les anthocyanes, association directe, association par pont éthanal, etc. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu vraiment la chimie qui se cache là-dessous, allez-y. Et donc Maud a posé une autre question, pourquoi et comment la température peut-elle influencer le processus de vieillissement ? Ben là, on est sur de la thermodynamique, je pense. De la cinétique aussi. Et de la cinétique, voilà, c'est plus il fait chaud, plus les agitations moléculaires, les réactions entre les molécules vont s'effectuer, et on va avoir des oxydations qui vont être... Donc, est-ce que je peux résumer une phrase en disant s'il fait chaud, le vin vieillit plus vite ? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Après, il doit y avoir des subtilités. J'imagine qu'il y a des réactions qui se font peut-être plus à chaud, d'autres plus à froid. Mais... Oui, tout à fait. Cyril. Salut Cyril. En quoi le verre, matériau ou forme, dans lequel on sert le vin, a-t-il une influence ? C'est extrêmement important. Alors déjà, pour un vin effervescent, puisque la bulle, lors du service d'un vin effervescent, va se créer au niveau d'une aspérité, d'une saleté sur le verre. Donc, un verre trop propre ne générera pas de bulle pour un vin effervescent, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, voilà, vous voyez nos verres là, c'est un contenant qui est évasé, puis qui va se refermer. Les molécules aromatiques, lorsqu'on agite le verre, vont se balader, mais rester emprisonnées dans le verre, ce qui fait que lorsqu'on approche notre nez, tout est concentré dans le verre, et ça nous permet de mieux apprécier le vin. C'est pour ça que les verres de vin qui sont vraiment ouverts, la dégustation est quand même moins intéressante. Style malheureusement flûte à champagne et verre à ballon.
Voilà. Et pour cette histoire dont tu parles des vins effervescents, avec donc c'est le phénomène de nucléation, formation des bulles, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, notamment on parle d'effet Cola-Mentos, donc je vous le mets en description si vous voulez mieux comprendre de quoi il retourne, mais effectivement c'est tout à fait ça. Chinois Noachi, salut mon pote. Quel est l'impact du type de sol ainsi que l'âge de la vigne sur le vin? Alors là, c'est un vaste sujet, vaste sujet. Je vais essayer d'être extrêmement concis, mais il y a vraiment un vaste de sujet. Donc là, c'est ma casquette d'agronome qui revient. L'impact du type de sol, en fonction que le sol soit sableux, donc un sol sableux va être très drainant, donc il y aura moins d'eau, donc ça va plus concentrer les raisins. Un sol argileux sera plus riche en eau, ça permet des maturités qui sont quand même plus profondes. Un sol calcaire sera aussi plus drainant. Et après, il faut savoir qu'une plante, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, n'a pas la capacité à filtrer l'eau qu'elle va absorber, donc tous les ions, tous les minéraux qu'il y a dans le sol. Donc en fonction du type de sol, du type de minéraux qu'on va retrouver dans le sol, forcément, ça fera un cocktail différent qui va se retrouver dans la plante. Et après, l'âge de la plante, plus une plante est jeune, plus elle va avoir une capacité à produire, à faire des vins un peu moins concentrés. Alors qu'une plante qui sera plus âgée, donc une vieille vigne, c'est pas 20 ans, hein, quand on vous dit mais vieille vigne c'est 20 ans, non, c'est pas ça, c'est 40, 50, 60, 80 années, ça va faire des grappes plus petites, plus concentrées, donc des vins d'une facture un peu différente. J'ai fait court. Non, c'est bien. Franchement, ouais, non, pour le sujet, ouais, c'est. Là, ça a été. C'était concis, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est parfait. Et après, encore une fois, je le rappelle à nos internautes, Raphaël accepte de répondre aux questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc, vous pouvez aller poser des questions si vous souhaitez en savoir plus. Je répondrai pour la chimie, il répondra pour le vin. Exactement. Voilà. Pourquoi est-ce mieux d'aérer le vin avant de le boire ? Alors, parce que les molécules aromatiques sont sous forme de précurseurs. Un précurseur, en fait, c'est le composé aromatique qui va être collé à autre chose. Alors, autre chose, ça peut être un acide aminé, ça peut être un sucre. Et en fait, le fait de l'aérer, l'oxygène va servir un peu de ciseau et donc libérer ce composé aromatique qui, lui, va pouvoir être, du coup, volatile et se retrouver sur vos récepteurs sensoriels au niveau de votre cavité bucco-nasale, et donc vous allez pouvoir les sentir. Donc ça veut dire que quand j'aère et tout comme ça, à l'échelle où je le fais, il y a une transformation chimique qui a le temps de se faire. Exactement. Ah, c'est beau ça. Si on devait fabriquer un vin synthétique aujourd'hui, à quel point cela serait possible? J'ai déjà mon idée, mais à toi la parole. Un vin, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'eau, d'alcool, d'acide, différents types d'acide, acide malique, acide lactique, acide tartrique, essentiellement l'acide tartrique, et des composés divers et variés qu'il faudrait ajouter, donc des polyphénols, tanins, anthocyanes, pour créer ça. Et puis un certain nombre de composés aromatiques de type thiolé, de type terpénique. Mais il y en a tellement qu'on arriverait à des vins trop simples. On serait à des vins extrêmement simples, bien plus simples que les plus mauvais vins simples que vous avez dans le commerce. Encore une fois, ouais, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avant où on a essayé d'illustrer un peu la complexité qu'il pouvait y avoir dans les associations entre les molécules. Ouais, ça doit être possible, mais je pense que possible, mais on va pas reproduire des vins qui ont été fabriqués à partir de. Là, pour le coup, Dame Nature, je pense, le fera bien mieux que nous. Ouais, je pense aussi. Cette question, je sais qu'elle te tient à cœur. Moi, je me demande la différence entre un vin minéral et un vin doux. Alors, tu voulais en parler, je crois. Oui, je voulais en parler parce qu'on entend souvent ce vin est minéral, ce vin est minéral. Alors, il faut savoir que les cailloux n'ont pas de goût. C'est une grande phrase dans la profession. Les cailloux n'ont pas de goût, donc un vin minéral, c'est compliqué. La minéralité d'un vin est très réduite. Déjà, qu'est-ce que c'est? La minéralité, c'est issu des minerais, des minéraux. Donc, ça va être quoi? Un vin salin. Il y a quelques vins qui sont salins. On a quelques aromatiques, un peu de pierre à fusil, notamment à Sancerre. Mais grosso modo, ça va se réduire à ça. Souvent, la minéralité, elle est associée à la sensation d'acidité. L'acidité, c'est pas forcément très positif. Quand on parle d'un vin minéral, en fait, c'est un vin qui a un squelette acide qui, du coup, va tenir le vin. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Donc voilà, c'était un petit laïus que je souhaitais faire. Et donc, du coup, la question est plutôt pertinente puisqu'elle va associer, ou du moins opposer, l'acidité à la sucrosité, à la douceur. Donc, un vin doux est un vin qui a du sucre. Un vin minéral, donc on va parler d'un vin sur la fraîcheur, sur la tension, et un vin qui est plutôt avec une belle tenue acide. Il y a beaucoup de vins comme ça, sans pour autant être péjoratif. Toi, tu préconiserais plutôt de ne pas utiliser le terme vin minéral, du coup? Ou alors, si on parle de minéralité dans un vin, il faut vraiment l'associer à une dégustation iodée. Les collioures rouges sont des vins iodés, par exemple. Ou alors, les arômes de pierre à fusil qu'on peut avoir sur les Sancerres. Mais c'est extrêmement restrictif, au final. Ouais. Si on parle de minéralité, en tout cas, la minéralité employée est plutôt une notion d'acidité et de tension dans un vin. Ouais. Ok, c'est plus clair.
Un sujet tabou en France lorsque le projet de loi pouvait imposer de mentionner la composition chimique du vin. De nos jours, le plus passionnant dans cet univers ancré de la tradition française, c'est les viticulteurs qui modifient leur encépagement par rapport au changement climatique. C'est aussi ceux qui prennent tous ces risques, comme se lancer dans les vins naturels, sans ajout anhydre sulfureux, ammoniac ou autres pesticides. Il est certain que le jour où la réglementation imposera la composition de vin, certains prendront cher. En fait, il n'a pas posé de questions. Non, il n'a pas posé de questions. Après, la réglementation est en train de changer puisque à partir de décembre dernier, donc c'est-à-dire effectif sur le millésime à venir 2024, les intrants œnologiques seront mentionnés ou devront être facilement accessibles sur étiquette ou contre-étiquette, sous forme de QR code ou directement mentionnés sur l'étiquette. Donc ces informations, vous les aurez beaucoup plus facilement sur le millésime à venir, à savoir 2024. Ok. Question que moi je voulais te poser, c'est pas les internautes, c'est moi, mais on en avait déjà parlé, mais je trouve que c'est intéressant. Ouais. Quel est l'impact du changement climatique sur votre travail ? Alors l'impact du changement climatique, il est immense. C'est pas uniquement les dates de récolte qui vont se rapprocher. Hein. Avant, les récoltes commençaient, donc les vendanges étaient en septembre. Maintenant, les vendanges démarrent dès août et même tous les ans, il y en a qui démarrent au 28 juillet dans certaines régions de France. Donc voilà, il va y avoir un impact là-dessus sur les dates de vendange et après sur le type de vin. Le taux d'alcool va augmenter, les acidités vont baisser, le pH va augmenter, ce qui va engendrer des Parce qu'en fait, tu pars avec plus de sucre, on part avec tu produis plus d'alcool. On part avec plus de sucre, on produit plus d'alcool, mais par contre, il y a deux types de maturité. Il y a la maturité technologique et la maturité phénolique. La maturité phénolique, donc des polyphénols, elle ne bouge pas trop. Donc en fait, on se retrouve avec des vins avec des degrés d'alcool qui augmentent et qui pour autant ne sont pas mûrs. Ok. Donc ça, c'est toute la dualité et toute la complexité de notre métier, c'est réussir à faire des vins avec pas trop d'alcool et en même temps une sensation de maturité en bouche. En fait, il y a un moment où on a le bon pic de sucre, avec le bon pic d'acide, avec le bon pic d'arôme, et qu'avec le réchauffement climatique, en fait, ça se décale, et que du coup, ça devient un peu galère. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. On va avoir un séquençage de ces maturités, là où avant, c'était plutôt aligné, ouais. Ok, c'est bien dommage. Pourquoi certains vins n'ont pas le même goût, même si on achète exactement la même bouteille ? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que nous, notre environnement va vraiment influencer la dégustation. C'est-à-dire qu'une dégustation, quand vous êtes très bien, dans un contexte avec des amis, tout va bien, vous allez déguster d'une manière qui est souvent très positive. Vous faites une dégustation dans un cadre qui est différent, la dégustation sera différente. On dit 60% de la dégustation qui est du contexte, donc ça c'est immense. Les émotions influencent le ressenti. Donc. Les émotions influencent le ressenti. Et ensuite, vous allez avoir, à partir du moment où le vin va passer de la cuve à la bouteille, vous allez passer d'un individu à des milliers d'individus différents, qui auront chacun leur vie, leurs conditions de stockage, leurs propriétés différentes. La grande majorité des bouteilles seront semblables, très comparables, quasi identiques. Mais il suffit qu'une bouteille ait vu un chaud-froid, qu'une bouteille ait un souci sur un bouchon, et le vin sera bien différent. Ok. Comment se forment les cristaux que l'on trouve sur le bouchon et quelle est leur composition ? Ouais, très bonne question et je suis très content d'y répondre pour désacraliser un peu ce qui se passe. En fait, ces cristaux-là, c'est du tartre. Le raisin est le fruit qui a la plus grande concentration d'acide tartrique. L'acide tartrique, c'est un composé qui est soluble dans le vin, mais qui va avoir tendance à précipiter et se mettre sous forme de cristaux. Ces cristaux-là, vous allez les retrouver sur le bouchon, mais vous allez aussi les retrouver en bas de la bouteille. En fait, c'est ce que vous appelez le dépôt. Ces dépôts colorés, c'est tout simplement des cristaux de tartre avec de la matière colorante, et tout ça, ça s'est aggloméré et ça va sédimenter. Tout ça pour dire que c'est absolument pas grave, c'est absolument pas dangereux. Vous allez juste éventuellement les filtrer si jamais ça vous dérange, voire même si vous en avez sur des vins qui sont un peu vieux, on va dire, ou même si vous en avez tout court, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément eu de pratiques qui ont tenté de les réduire ou les stabiliser. Et chimiquement, c'est du tartrate avec du potassium et du calcium. Potassium, calcium. Ouais. Ok, tartrate de potassium et de calcium. Comment expliquer la présence d'arômes comme la truffe, la violette, la rose, qui ne viennent pas a priori des raisins ni du fût ? Entre parenthèses, je suppose que si du coup, mais comment ? Non, ils viennent, du moins ceux-là, ils ne viennent pas du fût. Les arômes qui viennent du fût sont notamment les arômes de vanille, mais ces arômes-là de rose, par exemple, c'est le linalol, c'est un composé qu'on va retrouver directement Après la fermentation, c'est la fermentation qui va permettre de dégager ça. La fermentation, et donc l'action de la levure, va permettre de passer des composés de l'état de précurseur
à l'état de molécules libres aromatiques. Donc ce sont des sous-produits de fermentation. Des sous-produits de fermentation. Pour ce qui est de ces composés-là, la truffe, on est sur quelque chose d'un peu différent. Là, on est sur les arômes tertiaires, c'est-à-dire la recombinaison et l'évolution de ces molécules aromatiques dans le temps. Pendant la macération et compagnie, quoi. C'est plutôt lors de la phase de vieillissement. Ok. Ouais. Le linalol, donc l'aromatique de la rose, elle vient directement du cépage. C'est un arôme variétal qui vient des cépages muscatés, terpéniques, donc le muscat, le Gewürztraminer par exemple. Les arômes truffés, eux, vont plutôt venir de la phase de vieillissement. C'est le bouquet qui va se développer sur des cépages tels que le Cabernet Franc par exemple. Ok. Comment nos ancêtres fabriquaient et conservaient le vin? Autrement dit, il y a aussi la question, quels additifs ils ajoutaient? Mais pas grand-chose, les ancêtres. Ils prenaient du raisin, ils le mettaient dans une cuve et c'était directement les levures présentes sur le raisin qui allaient faire le boulot et transformer le sucre en alcool, bref, la fermentation. Donc levure indigène, quoi. Levure indigène, ouais. Et puis ensuite ils le stockaient un peu comme ils pouvaient. Alors d'abord dans des amphores, mais c'était pas très pratique. Ensuite dans des tonneaux. Et quand ils ont pu, ils ont mis ça dans des bouteilles, mais ça a été bien plus tard. Et puis vraiment avant, le vin ils le coupaient avec des épices parce que souvent il partait un peu en sucette, donc ils mettaient des épices et de l'eau pour masquer un peu tout ça, mais ça c'était à l'Antiquité. Comment fait-on du vin pétillant ou du champagne naturellement sans ajout de gaz carbonique? Ouais, super question. Ouais. L'idée c'est ce qu'on veut faire, c'est créer une bombe, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire un dégagement de gaz carbonique dans un milieu fermé. Pour ça, il y a 3 méthodes. La méthode dite champenoise ou méthode traditionnelle, on va fabriquer un vin dans une cuve, un vin qui sera plat, sans gaz, qu'on va remettre dans un contenant fermé, dans une bouteille, et ajouter la liqueur d'expédition, qui est un petit cocktail maison, mais sucré. On ferme tout ça, ça refermente, et du coup, monter en pression, et l'effervescence se fait à ce niveau-là. Ensuite, on a la méthode dite ancestrale, notamment sur Gaillac et sur Limoux. On a aussi ça dans le Diois. C'est une fermentation de vin blanc classique et à la fin de la fermentation, on bascule en bouteille et on ferme. Donc les sucres les sucres restants, résiduels, vont continuer à fermenter et l'effervescence va se créer à ce niveau-là. Et après, on a la troisième méthode qui, elle, pour le coup, est bien plus récente. La méthode dite en cuve close ou méthode Charmat, c'est celle des Prosecco notamment et des Cava, où là, on va avoir un processus de refermentation, mais dans une cuve fermée, et l'effervescence va se faire en cuve, et ensuite, on aura la mise en bouteille à la suite. Voici les 3 moyens de faire un vin effervescent naturel. Et on ne perd pas trop le gaz sur la troisième méthode? Ça fonctionne. Tout est après de manière isobar, ouais, où on a la pression qui est maintenue. Excellent. Si un vin tourne au vinaigre, peut-on réduire l'acide acétique en éthanol pour le boire? Non. Je peux me permettre de dire non, je pense, parce qu'il faudrait utiliser un réducteur et je pense que ton vin, après... Ouais, bof. Non, tu le bois comme ça et tant pis, ça sera dégueulasse. Ouais, ou la salade, ou un petit déglaçage, voilà. Ça suffira. Ouais, voilà, tu l'utilises pour cuisiner. Ouais, ça sera très bien. Pourquoi le vin de vendange tardive est si particulier? Concentration des sucres dans le raisin, avec le gel, etc. Ouais, bonne question aussi. C'est tout simplement vendange tardive, donc on a poussé la maturité de manière extrêmement, de manière importante, ce qui fait qu'on a une concentration en sucre dans la baie de raisin qui est supérieure, alors ou dû à ce qu'on appelle un passerillage, c'est-à-dire on va laisser le raisin sécher sur place avec le vent, c'est notamment le cas dans le sud-ouest à Gaillac. On peut avoir un autre principe qui est beaucoup plus risqué, c'est avec la pourriture noble, on va laisser un champignon Botrytis cinerea se développer, mais les conditions pédoclimatiques, le terroir fait qu'à cet endroit même, ça peut fonctionner. Le champignon, en fait, le matin, va prélever un peu de jus, il va être séché l'après-midi, et le lendemain, la rosée va revenir. Il va prélever un peu de jus, et l'après-midi, ça va être séché, etc. etc. C'est extrêmement risqué, ça va apporter un goût très particulier. Et ou alors, après, le vin de glace, lui, c'est vraiment le fait qu'il y ait cette pellicule de glace qui va permettre de ponctionner un peu de jus et de faire, à la fin, des jus extrêmement sucrés. Et on va stopper la fermentation en cours. Ce qui, à la fin, on va obtenir un vin avec du sucre résiduel. Franchement, il est chaud, hein. C'est bien. Hein. Certains vins sont-ils toujours clarifiés à l'aide de blanc d'œuf? Et si oui, est-il possible de ne pas l'indiquer sur l'étiquette? Parce que ça peut poser problème à des véganes. Ouais, certains le font, mais alors c'est devenu très rare parce que très compliqué, quoi. Très compliqué de prendre son petit blanc d'œuf et de le mettre dans sa barrique pour clarifier le vin. En fait, c'est tout simplement la protéine, l'albumine de l'œuf qui a une capacité de sédimentation qui est importante et de récupérer tout ce qui est particules grossières en suspension. Et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle un collage pour coller tout ce qui est grossier.
Après, la mention vegan n'est pas obligatoire puisque ça demande un label particulier et c'est uniquement à la demande. Mais bon, c'est des choses compliquées. On n'est pas tenu de mentionner le fait que ce soit vegan ou non. Ok. On entend souvent qu'un vin rouge aurait des effets antioxydants si on le consomme. Première question, est-ce vrai? Et si oui, à quel point? Et ouais, il y a des papiers qui sont sortis, qui parlent notamment des bienfaits du resveratrol et ses propriétés antioxydantes, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires. Le resveratrol, en tout cas, a ces capacités-là. Maintenant, on le mélange avec un poison qui est l'éthanol. Exactement. Il faut garder ça en tête. Moi, je me dis si tu es d'accord avec moi, mais je pense que on ne trouvera jamais d'études où les gens, en buvant du vin rouge, améliorent leur état de santé, même si on a essayé des fois sur certaines confusions scientifiques de faire croire ça. Donc si vous voulez les antioxydants du raisin pour votre santé, mangez du raisin peut-être. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est très bien, manger du raisin, boire du jus de raisin noir, donc un jus très chargé en polyphénol, ouais. Ce qui n'est absolument pas le cas des raisins blancs. Il y aura peut-être d'autres problèmes derrière, des histoires de diabète, etc. Mais en tout cas, sur cette partie-là, ça va fonctionner. Et bref, tous les fruits et légumes colorés, vous allez trouver ces choses-là. Mais c'est vrai que tu as souvent des gens qui disent « Ah, le verre de vin rouge par jour, c'est pour la santé, machin, etc. » Bon, voilà, c'est plutôt une ânerie. Buvez votre verre de vin rouge parce que ça vous fait plaisir, mais les fausses excuses, voilà. Je pense que l'effet des antioxydants est largement compensé par la charge d'éthanol qui se transforme en éthanol que vous prenez dans la tronche. Mais encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les effets de l'alcool. Je pense que vous serez convaincus. Oui, donc salut, j'y connais rien en vin, mais j'aimerais savoir pourquoi le vin se transforme en vinaigre et pourquoi le vinaigre, ça se conserve aussi bien. J'y réponds rapidement. L'éthanol, en fait, s'oxyde naturellement au contact du dioxygène en éthanol. L'éthanol s'oxyde en vinaigre, en fait, tout simplement, l'acide acétique. Et c'est le produit final de l'oxydation de ce qu'on appelle les alcools primaires comme l'éthanol. Donc après, le vinaigre est stable, même s'il continue de voir du dioxygène. Il est dégueulasse, mais il est stable. Voilà. Ça te va comme réponse? Très bien. D'où vient la longueur en bouche du vin? Alors la longueur en bouche du vin vient de plusieurs choses. Il y a la longueur aromatique, donc elle qui vient de la concentration en arôme et en précurseur qui va se retrouver dans le vin que vous avez dégusté, et de la charge en composés qui eux vont jouer sur la matière, donc c'est-à-dire les tanins, mais aussi le glycérol, les polysaccharides qui eux vont permettre de supporter, de faire un tapis tout doux, un matelas tout doux dans la bouche, et donc de supporter tout ça. Et enfin, vous avez l'acidité, ce que certains appellent la minéralité. Donc le squelette acide qui va tenir en bouche la dégustation et de permettre à tout ça d'être équilibré et que voilà, on ait quelque chose qui soit sur la longueur. Bref, c'est la stabilité de ces molécules-là. Il faudra qu'on fasse une vidéo sur la dégustation du vin. Ouais. Tu viendras à la maison, on se fera une bouffe et on se fera, parce que là on n'a pas le temps, j'ai bientôt mon train, on va pas le faire maintenant, mais on se fera une vidéo sur la dégustation du vin. Avec grand plaisir. Est-ce que notre ami caméraman a-t-il une question sur la chimie du vin? Il avait une question, je crois. Oui, moi la seule question que j'avais, c'est si tu peux expliquer vite fait quelles études tu as fait pour en arriver là, avec toutes ces connaissances. Alors moi, pour en arriver là, j'ai fait une classe prépa BCPST, agro-véto, grâce à laquelle nous sommes rencontrés avec mon cher professeur Raphaël. Ancien professeur Raphaël, qui m'a mené à faire une école d'agronomie à Toulouse, l'ENSAT. Je salue tous mes copains. Et à la suite de cette formation, j'ai fait le diplôme national d'œnologue, le DNO, qui est une formation accessible à Bac+3. C'est 2 ans d'études, donc moi je l'ai faite en apprentissage. Mais vous avez la possibilité d'effectuer plein d'autres formations, notamment le BTS viticulture et œnologie, où vous aurez largement acquis toutes ces compétences en dégustation, œnologie et viticulture, et après des formations sous le bac pro viticulture et œnologie, mais également des formations en sommellerie qui sont des spécialisations de l'école hôtelière. Voilà, globalement, les formations académiques. Top, génial. Merci Raphaël. Franchement, merci à toi. C'était super. Voilà qui clôt notre deuxième vidéo sur la chimie du vin. Merci à vous tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un petit commentaire, de poser vos questions. On viendra y répondre. Et si jamais vous appréciez ce travail et que vous souhaitez nous soutenir, il y a une page Tipeee pour l'association, pour qu'on continue de produire des vidéos. Donc vous pouvez faire un petit don si vous avez envie. Merci également à Brian qui tient derrière la caméra de Onde Production et qui produit, monte les vidéos. Et ça permet vraiment d'améliorer la qualité. Et voilà. Et enfin, je vous remercie vous pour tous vos gentils messages qui sont très encourageants. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Et Raphaël, merci encore pour tout ça et pour ce très bon vin qu'on a pu déguster pendant ce tournage fort sympathique. Allez, salut les amis.